Bonjour à tous, 195 pays et 12 jours seulement pour trouver un accord historique sur le climat. L'idée, limiter nos émissions de CO2 pour contenir la hausse du thermomètre mondial. Pour l'instant, la trajectoire est claire, le niveau monte à un rythme inquiétant. Depuis l'ère pré-industrielle jusqu'à ce chiffre, 32 milliards de tonnes de CO2 l'an dernier, le niveau le plus haut de l'histoire de l'humanité. Ces émissions, il va falloir les réduire de 40 à 70% d'ici 2050 jusqu'à zéro à la fin de ce siècle pour éviter les effets dévastateurs sur notre planète. La grande question, comment va-t-on y arriver? Le défi est immense. Alors, comment réduire ces niveaux affolants de CO2? Avec moi pour en parler sur le plateau, Thomas Spencer. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de programme énergie et climat à l'IDRI. C'est l'Institut de développement durable et des relations internationales. Une première question très simple. On vient de le voir, dans l'absolu, ces niveaux, il faut les réduire à zéro d'ici la fin de ce siècle. Ça vous paraît réaliste comme objectif ? Alors d'abord, c'est un objectif nécessaire, puisque l'objectif mondial qui a été adopté dans les négociations internationales sur le climat est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Le CO2 reste très très longtemps dans l'atmosphère. Donc finalement, pour limiter le réchauffement climatique, on a besoin à terme de réduire à zéro nos émissions. Mais est-ce qu'on peut vraiment y arriver ou est-ce que c'est une utopie? On ne sait pas encore. Et je le dis très honnêtement, on peut réduire nos émissions. Il y a des pays qui sont déjà en train de la faire. Par exemple, les émissions de l'Allemagne baissent depuis une décennie. Même chose en Europe, on dépasse nos objectifs. Donc on a des technologies qui sont performantes, les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique. On commence à en tester d'autres, comme des véhicules électriques. Mais pour arriver à un niveau de zéro émission, il va falloir des changements très très radicaux. Technologiques, donc par exemple des technologies pour absorber du carbone de l'atmosphère. On a quelques pistes que des chercheurs poursuivent. Aussi des technologies, par exemple, de reboisement, par exemple, pour absorber du carbone. Il va falloir qu'on change l'organisation de nos sociétés, l'organisation de notre économie. Donc, c'est un changement très, très profond, mais on a déjà quelques pistes sur lesquelles on peut travailler. Alors les pays, en tout cas, sont en train de s'engager. Ce sont les fameuses contributions nationales, INDC en anglais. Certaines feuilles de route, vous allez le voir, sont plus ambitieuses que d'autres. On regarde les explications et les promesses avec Lucie Desbioles. Parmi les 3 plus gros pollueurs au monde, les objectifs de la Chine étaient les plus attendus. Selon Pékin, ces émissions devraient atteindre leur pic en 2030 avant de commencer à baisser. Une bonne nouvelle pour le pays, jusqu'ici mauvais élève en matière d'environnement. Les États-Unis affichent eux aussi leur bonne volonté. En prévoyant de baisser ses émissions de 26 à 28% d'ici 10 ans, Washington veut amorcer la décarbonisation de son économie. Si nous voulons montrer l'exemple, nous devons être ceux qui vont créer et vendre les services et les produits pour aider le monde à s'adapter à un futur avec une énergie propre. Plus ambitieuse, l'Union européenne table sur une réduction d'au moins 40% de ses émissions d'ici 2030. Les Européens veulent ainsi montrer l'exemple et encourager la mobilisation d'autres États. L'Inde, 4e pollueur mondial, a répondu présent. Elle a promis de réduire de 35% son intensité carbone d'ici 15 ans, c'est-à-dire le CO2 émis pour produire un bien ou un service. Les pays en développement, eux, ont prévenu, leurs objectifs ne seront pas réalisables sans la mise en place de mécanismes d'aide financière. La communauté internationale a le devoir d'aider les pays en développement en leur fournissant le soutien et l'assistance dont ils ont réellement besoin. Jusqu'ici, les engagements pris limitent la hausse de la température mondiale à 3 degrés, 1 degré au-dessus du seuil critique fixé par les scientifiques. Insuffisant pour les États insulaires parmi les plus vulnérables de la planète, ils ont appelé les autres pays à faire davantage.
Alors, on vient de voir ensemble ces belles promesses. Thomas Spencer, votre institut, l'IDRI, vient justement de publier un rapport sur ces contributions nationales. Vous nous dites que si on ne les rehausse pas, si on ne fait pas mieux que ce qui est promis, ce qu'on vient de voir d'ici 2030, ça nous coûtera beaucoup plus cher de rejoindre cette fameuse trajectoire des 2 degrés. Expliquez-nous. Alors, selon par exemple les scientifiques, nous avons besoin de réduire nos émissions de 40 à 70% d'ici 2050. Selon nos calculs, les contributions nationales nous amènent à un niveau d'émissions d'environ 55 milliards de tonnes. Soit environ 3 degrés. Soit environ 3 degrés, tout à fait. Après, nous avons calculé ce qui serait nécessaire après 2030 pour arriver à la fourchette que j'ai mentionnée. Et on voit que le taux, la rapidité de la transformation est très, très élevée. Nous aurions besoin de réductions de 4-5% par an. C'est du jamais vu dans l'histoire. Donc, une forte réallocation de tous les investissements au niveau mondial, ce qui pourrait entamer des dislocations économiques, etc. Donc, pour faire très simple, le niveau d'ambition implique des changements trop rapides après 2030. C'est pour ça qu'on a besoin de rehausser l'ambition pour que nous puissions avoir une transition mieux maîtrisée et arriver sans ces dislocations économiques. Alors tout le monde le dit, hein, ces contributions nationales, très clairement, elles ne suffiront pas, elles ne sont pas suffisantes. Et pourtant, c'est quand même la première fois dans l'histoire qu'on a autant de pays qui s'engagent, qui mettent sur la table des chiffres. Est-ce qu'on n'est pas à un tournant historique, même si, on le sait, ça ne suffira pas? Tout à fait. Nous ne portons pas un message pessimiste. En fait, en analysant ces contributions, on voit que ça crée une dynamique inédite dans la décarbonisation, une accélération, une consolidation de l'action contre le changement climatique. Donc, ça crée une base pour ensuite aller plus loin, pour encore accélérer. Donc, et un autre élément que je pense est très positif, on a aujourd'hui quasiment tous les pays qui ont fait des contributions. C'est ça, justement. Avant, on avait les pays en développement, les pays développés qui mettaient des chiffres sur la table. Cette fois, tout le monde s'y met. Tout à fait. On a des grands émergents, on vient de l'entendre. Aussi des pays africains qui ont fait des contributions assez intéressantes. On a vu notamment l'Éthiopie. Voilà, des contributions qui mélangent l'adaptation, la réduction des émissions. Donc il y a beaucoup de bonnes dynamiques, de bonnes choses. Et on voit que ça change aussi les marchés. Par exemple, nous avons calculé en 2030, les énergies renouvelables seraient la source la plus importante d'électricité. C'est un exemple de la dynamique qui est engagée. Alors, on va parler un peu ensemble de la Chine. On va regarder parce que pour la première fois de l'histoire, on voit des signes encourageants de la part des autorités chinoises, notamment cette annonce d'un marché national du carbone d'ici 2017. C'est une des façons qu'a choisi le pays pour baisser ses émissions de CO2. Alors, le marché du carbone, qu'est-ce que c'est et comment ça marche? Regardez. L'année dernière, le monde a rejeté dans l'atmosphère 32 milliards de tonnes de CO2. Et si polluer devenait payant, si on donnait un prix à chaque tonne de CO2? On appelle cela le marché du carbone. Voilà l'idée. Les pollueurs doivent payer. L'État fixe une limite aux industries pour leurs émissions. Chacune reçoit des bons à polluer, des quotas de CO2. Si une usine émet plus que sa limite, elle doit alors payer. C'est ce qui l'incite à polluer moins et trouver des solutions plus propres pour produire. Si elle émet moins, elle a le droit de vendre ses quotas en trop à d'autres. Avec le temps, les quotas de CO2 sont réduits et polluer devient de plus en plus cher. L'Union européenne a été la première en 2005 à instaurer un marché. Pas franchement une réussite, trop de quotas distribués, un prix du carbone très bas, polluer devient alors très bon marché. Dans le monde, une trentaine de pays, une vingtaine de villes ou régions ont déjà fait ce choix, soit 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est le cas de la Chine, premier pollueur de la planète, qui lancera en 2017 son propre marché du carbone. Ce sera le plus important de la planète.
Alors on entend de plus en plus parler de donner un prix au carbone. De nombreux économistes, chefs d'État et institutions internationales, comme par exemple la Banque mondiale, sont pour. Thomas Spencer, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour réduire ces émissions de CO2 ? C'est une solution importante, mais pas suffisante. On voit que dans des pays qui ont mis en place un prix du carbone, ça incite un certain nombre de changements, par exemple la passation du charbon au gaz dans le secteur électrique, une utilisation plus efficace de l'énergie, par exemple. Mais prenons l'exemple de la Chine. Je pense que c'est très important que la Chine mette en place un marché du carbone et l'engagement que la Chine a donné à cet égard est très important aussi. Mais les décisions les plus importantes pour la Chine en ce qui concerne le CO2, c'est la construction d'une centaine de villes dans les 10-15 ans à venir. Et là, ces décisions ne vont pas être influencées par le marché du carbone parce que ceux qui construisent les villes ne sont pas ceux qui les habitent ensuite. Donc il faut aussi des instruments complémentaires comme des régulations, des standards pour les bâtiments, pour les véhicules, des politiques d'efficacité énergétique. Donc, c'est un pilier parmi d'autres d'une politique globale contre le changement climatique. On l'a vu, en Europe, ce n'est pas franchement une réussite, ce marché du carbone. Alors, l'Europe est en train de prendre des mesures pour rehausser le prix du carbone, pour donner plus de dynamique à ce prix. Donc, on espère que d'ici 2020, par exemple, on aura un prix qui commence à être plus efficace dans la prise de décision des acteurs industriels. Mais il faut dire, une des raisons pour lesquelles le prix est bas, c'est parce que les autres politiques de l'Union européenne ont été efficaces à réduire les émissions. Merci beaucoup Thomas Spencer d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous sur France 24 pour tout comprendre de la COP 21, la conférence climat de la décennie.